de même que l'action de l'armée, ce que les opérateurs économiques aussi faisaient dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers, nos pays membres de l'AES, car nous sommes à présent maîtres de notre destin. À ce titre, je voudrais rappeler que c'est un certain 16 septembre 2023 que les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey simultanément la charte de l'État-Gouvernement instituant l'Alliance des États du Sahel, basée principalement sur la coordination des actions des États membres en matière de défense. C'est pour cela que la défense est fondamentale. Elle est cruciale. Dans tout État, on néglige la défense. Tout pouvoir politique qui néglige la défense, en réalité, c'est un charlatan. C'est pour amener le peuple là, tôt ou tard, à être l'esclave dominé par un autre. Et lorsque certains se sont hasardés à vouloir agresser physiquement notre frère du Niger, parce qu'ils avaient fini, ils ont pris leur embargo, même les enfants dans les hôpitaux n'avaient pas de couveuse. Les gens mouraient. Mais pour parachever tout, ils voulaient les agresser physiquement, pour renverser le régime et mettre ceux qui leur sont soumis. Vous vous rappelez qu'à cette occasion, nos deux pays, le Mali et le Burkina, se sont tenus debout. Vous vous rappelez la célèbre phrase que j'ai dit, ça fait rire les gens, mais c'était un peu comme ça. Ça n'a pas été dit ainsi, mais la réalité c'était ça. Nous avions dit que celui qui va toucher à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Et je crois que ça a été bien entendu. Parce que quand nos trois chefs d'État ont mis en place cette défense commune, je pense que ça donnait à réfléchir à beaucoup. Et la force d'attente de la CEDEAO, qui a été créée depuis avril 2012, on a oublié. Elle voulait se réveiller, elle est retournée encore dormir. Elle attend encore la force d'attente de la CEDEAO. Parce que beaucoup oublient qu'elle a été créée depuis 2012. Elle dormait. On a voulu la réveiller contre le Niger. Mais lorsque nous avons fait cette mise en garde, qui était sérieuse, c'est pas de la blague, je crois qu'elle est retournée dormir. Elle attend toujours. Le 28 janvier 2024, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont pris la décision historique de retrait irrévocable et sans délai de leurs pays respectifs de la CEDEAO, tout en affirmant la pleine souveraineté de chacun des États membres dans les choix stratégiques concourant bien au bien-être de leur population. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi ils se sont levés comme ça pour dire qu'ils sortent de la CEDEAO? Mais ce que beaucoup ne savent pas, cette force en attente qui dormait, qui est retournée dormir, ils voulaient la réveiller pour tomber sur le Niger. De nouveau. Parce que certains pensent que la décision a été brusque, mais elle a été mûrement réfléchie pendant quelques jours. Parce qu'ils s'étaient programmés pour tomber sur le Niger, cette fois-ci, de façon déterminée et sans retour. Mais lorsque nous avons décidé ensemble de sortir de la CEDEAO, je crois que dans la nuit, ils ont tous été assommés, parce qu'ils s'attendaient à tout sauf ça. Il dit que le travail politique, c'est aussi l'intelligence. Nos chefs d'État ont été prévoyants, stratèges et intelligents. C'est pourquoi ils ont surpris ceux qui voulaient réveiller cette force d'attente qui dormait depuis 2012. Le 6 juillet, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adopté à Niamey le traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel, qui ajoute à la dimension défense et diplomatie et développement. Vous vous souviendrez qu'en 2023,
Certains sont allés faire les gris-gris, faire les charlatans à l'ONU, et on a empêché le représentant légitime du Niger de prendre la parole. Vous vous souviendrez qu'à cette occasion, le Mali a parlé au nom de nos deux États, pour leur montrer qu'on a désormais une diplomatie commune. Dans la déclaration de Niamey du 6 juillet 2024, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont souligné la nécessité d'ajouter au domaine de la défense et de la sécurité prévue par la charte de l'Iptako-Gourma ceux de la diplomatie et du développement. Ont affiché leur détermination à assurer un développement durable en mettant en œuvre une politique économique et sociale endogène basée sur les ressources propres à ces trois pays et un partenariat respectueux de la souveraineté de chacun d'eux. Ils ont affirmé la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs suivants: l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et la transformation industrielle, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications et l'économie numérique. Ils ont décidé de la création d'une banque d'investissement de l'AES et la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont décidé en outre de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AES. En définitive, mesdames et messieurs, les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité basé sur le développement endogène. Une éminente personnalité de l'AES disait: nous voulons que l'AES devienne un espace de prospérité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Il est également important pour nous d'assurer la protection de nos unités industrielles. Et pour y arriver, il nous faut engager résolument l'affirmation de la préférence locale et un meilleur accès à la commande publique. Il serait bon, ce n'est pas porter atteinte aux intérêts de ceux qui importent beaucoup de l'extérieur, mais quand un Malien, un Burkinabé, un Nigérien peut fabriquer quelque chose, je pense qu'il n'est pas inutile, c'est l'encourager et de lui donner la préférence quand cela est nécessaire. Bien entendu, il lui faut penser toujours à la qualité pour qu'il n'y ait pas des zones où on pense qu'à la protection de l'État on peut faire ce qu'on veut. Parce que tous les pays où ça a marché, c'est à travers la concurrence. La promotion de la consommation locale. Vous savez, en certains lieux, en République du Mali en tout cas, que je sais, quand vous voulez boire, on ne vous amène pas des boissons gazeuses venues d'ailleurs. On vous donne les Nyamakoudji du Mali. Le Nyamakoudji, il est là. Et vous avez toutes les autres boissons. Si vous voulez, vous pouvez faire les cocktails. Donc, je suis sûr que quand vous prenez ça, ça peut faciliter le travail et donner la chance à ceux qui produisent ces produits dans notre pays. Tant qu'on peut le faire, de lutter contre la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale. Personnellement, j'en avais fait avec plus ou moins de succès, comme le ministre de l'Industrie l'a dit, il y a 20 ans, mon cheval de bataille. Vous savez, souvent, ceux qui sont dans la fraude, la concurrence déloyale et la contrefaçon, ils sont très puissants. Souvent, vous pouvez prendre des initiatives qui marchent, mais en d'autres lieux, ça se bloque pour des raisons que tout le monde comprend. La promotion des exportations, la diversification des marchés. Je crois que si on fait des produits de qualité, on peut l'exporter entre nous d'abord, en Afrique et dans le monde, et je crois que les bons produits se vendent toujours. Le respect des normes et la réglementation. Le respect des normes, c'est très important, mesdames et messieurs. Lorsqu'on s'entend sur des règles,
il faut les respecter. Chez nous, très souvent, les gens pensent que quand tu es fort là, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas ça. Si vous entendez sur des règles, il faut les respecter. Si les règles ne sont pas bonnes, vous les changez. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, sinon votre affaire ne marchera pas. Pour l'opérationnalisation efficace des engagements pris par nos dirigeants en vue du développement des activités économiques dans l'espace Sahel, il est utile de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes émanant du secteur privé de l'AES, afin d'arriver in fine à une fédération des organisations patronales et professionnelles de l'AES qui permettra de renforcer la coopération économique. Avec plus de 70 millions d'habitants en 2022, comme il a été dit tout de suite, et un taux de croissance moyen de 6% selon les statistiques de la BCEAO, l'AES doit constituer une force économique, diplomatique et militaire de la sous-région. Elle est déjà une force militaire, personne n'en doute. Parce que je crois que plus personne ne pense réveiller une force d'attente qui dort depuis plusieurs années. Elle est donc une force militaire. Elle est une force diplomatique. Aujourd'hui, nos brillants ministres des Affaires étrangères, jusqu'à la tribune des Nations Unies, font des communications communes. Ce qui reste, mesdames et messieurs, c'est le développement économique et social. J'ai la certitude que les documents, fruits des travaux des experts que nos trois pays réunis les 17 et 18 octobre 2024 et qui seront adoptés aujourd'hui seront de qualité et permettront à l'AES d'occuper sa place et toute sa place dans le concert des nations. Je voudrais adresser ici, mesdames et messieurs, toutes mes félicitations à notre brillant ministre Moussa Alassane Diallo de l'industrie du commerce pour son leadership, sa capacité de proposition et la qualité de l'organisation de cette activité. Aussi la qualité de ses discours. Je l'ai même dit tout de suite que Iris a continué à tenir ces discours-là. Il risque de se retrouver secrétaire politique d'un parti, au lieu d'être un banquier à la retraite. Mesdames et messieurs, vous savez, actualité oblige. Le Premier ministre, certains disent qu'il parle beaucoup. Il ne faut pas qu'il parle. Quand il parle, on interprète. Quand il ne parle pas, on interprète. Quand il voyage, on interprète. Quand il revient, on interprète. Comme il s'habille, on interprète. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il va parler. Parce que j'ai tiré une grande leçon de ce qui est arrivé aux dirigeants aux pères fondateurs de nos États. Beaucoup de choses n'étaient pas connues par les citoyens. Les choses sont restées à la surface. Et les adversaires de l'unité africaine ont profité du silence pour régler leurs comptes. Et c'est pour cela que depuis que moi je suis venu, je parle beaucoup. Parce que il faut l'éveil de conscience. Il y a un dirigeant qui m'a dit qu'avant qu'il ne vienne chez nous, dans l'AES, avant, pendant chaque semaine, chaque soir, il écoutait les discours que ce Premier ministre du Mali tenait. Il parlait beaucoup, mais il prenait le temps d'écouter. Au bout de 2 ans, il a compris beaucoup de choses qui étaient cachées sous lui. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, vous aurez constaté que je vous ai tous battus aujourd'hui en matière de communication, même ma tennis et AES. J'ai dit au ministre que je les bats tous. Ma tennis et AES, je l'ai porté devant nos militaires, à l'EMIA, devant les enfants et devant vous aujourd'hui. Parce que l'avenir du pays, c'est les militaires, les opérateurs économiques et la nouvelle génération. Donc, nous faisons de la communication politique. Il faut que l'AES rentre dans les esprits, dans les mœurs. Parce que les dirigeants politiques passent. Peut-être dans un certain nombre d'années, nous on ne sera plus là. Mais la nouvelle génération, jusqu'à présent, nous parlons des discours des pères fondateurs de l'indépendance. C'est que les quelques-uns qui ont accepté de parler, c'est ce que nous savons.
Sinon, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Et c'est pour cela que moi, je parle. Je dis là-dedans, chacun n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Il y a à boire et à manger. Celui qui veut, il est annué. Il prend ses 10 minutes. Celui qui veut, il écoute le tout. En tout cas, il y a tout pour tout le monde. Et vous savez, j'ai interrogé les ministres. Quelle est votre profession avant de devenir ministre? Est-ce que vous savez que nous avons des banquiers, des fiscalistes? Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit alhamdoulilah. On n'a pas amené des politiciens qui vont confondre l'économie et la politique. Parce que quand l'économie ne marche pas, les discours politiques, comme je vous ai dit, c'est du vent. Donc quand on met ensemble d'éminents économistes et des fiscalistes de nos pays pour traduire en acte la volonté des chefs d'État, ça me donne de l'assurance. Et c'est pour cela que je suis convaincu que le travail qui est en train de faire sous leur leadership, c'est un travail qui va aboutir. Vous savez, dans la société, ceux qui font la politique, ils s'appellent les peuples. Ils sont différents des populations. Vous êtes parmi les populations. Au Mali, il y a 22 millions. Mais les peuples, là, c'est la force active qui fait bouger les choses ou s'oppose aux choses. C'est ceux qui se tirent, ce tissu-là du développement politique. Maintenant, quel que soit celui qui gagne, il ne peut pas se passer des militaires, il ne peut pas se passer des juges, il ne peut pas se passer des opérateurs économiques. Et c'est pourquoi dans ces dans ces professions, des enseignants, des médecins, j'en passe. C'est pourquoi dans ces professions, si la politique n'est pas très répandue, ça se comprend parce que quelle que soit la tendance qui gagne, pour réussir sa politique, il est obligé de se retourner et s'appuyer sur lui, pour qu'il l'aide à traduire en acte concret sa volonté politique. Donc la volonté politique des fondateurs de l'AES repose aujourd'hui sur le travail de nos banquiers et de nos techniciens. Mesdames et messieurs, j'ai dit cela pour que vous compreniez. Je suis sûr que si vous prenez les gens qui sont dans cette salle, les Burkinabés et les Nigériens en dehors d'eux, les Maliens eux-mêmes, lorsqu'il y avait la bataille pour le changement, beaucoup n'étaient pas là-dedans. Parce que leur fonction fait qu'ils ne sont pas politiques, ils laissent les politiciens entre eux. D'autres étaient ouvertement opposés. Mais lorsque le changement a eu lieu, il y a un nouveau courant. Le patriotisme veut qu'on aide les nouvelles autorités à avancer. J'en ai souvent parlé pour expliquer aux uns aux autres qu'il ne s'agit pas de prendre les meilleurs ou non. Il s'agit de respecter une ligne politique que l'histoire a fini par imposer à notre peuple. Il y a des responsabilités des services étrangers, des responsables qui ont juré de nous ramener en arrière en sabotant l'AES, en faisant échouer, en retardant ou bloquer carrément le processus de changement. Récemment, j'ai eu une lettre d'un pays qui se plaint qu'un général malien a retenu des propos qu'ils ont assimilés à l'atteinte d'après agression physique. On ne l'a pas dit, dans une lettre il y a ça, à un président. Mais ces gens oublient qu'ici sur les antennes, nous avons entendu des agents des services spéciaux de certains pays venir dire dans les médias qu'il faut qu'ils mettent un plan de déstabilisation du Niger, du Mali et des autres. De mettre un plan d'atteinte à l'intégrité physique des dirigeants. Je me rappelle à cette occasion, moi-même j'ai dit au ministre de la Justice, il faut documenter tout ce que ces gens sont en train de dire à la télé. Là, personne n'a rien dit. Parce que quand c'est eux, on pense que c'est normal. Mais dès qu'un Malien a parlé, tout le monde s'est mis à crier. On a même une lettre dont le contenu n'était pas juste parce qu'il n'a jamais parlé d'attaque à l'intégrité physique. Il a dit simplement que si
des gens continuent à nous déstabiliser, il faut qu'on s'occupe d'eux. Mais ça, c'est la réalité. J'ai toujours dit à tous les États de nous laisser en paix. Nous n'avons besoin de nous mêler des affaires intérieures de personne. Mais celui qui se mêle de nos affaires intérieures, nous n'allons pas nous laisser faire. Et Dieu va trancher entre nous. Le peuple malien est un peuple béni. Tous ceux qui vont s'attaquer au Mali, les États, les individus, ils vont mal finir. Moi, je ne vais pas citer de noms pour ne pas qu'il y ait des incidents diplomatiques. Et regardez seulement en Afrique. Tous ceux qui sont mêlés, toutes les guerres qu'il y a eu au Mali, en Sierra Leone, au Libéria, au Mali, il y a des chefs d'État qui sont mis au service de l'étranger. Quand ils ont fini avec eux, ils les ont jetés comme du citron. Tout dirigeant politique qui se met au service de l'étranger pour consolider son pouvoir, il va mal finir. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde, laissez-nous en paix. On ne se mêle pas des affaires d'autrui, mais nous ne permettrons à personne de se mêler de nos affaires. Mesdames et messieurs, ces messieurs qui veulent échouer l'AES, ils s'appuient sur plusieurs leviers, dont je vais vous citer quelques-uns. Ils s'appuient sur les félons et tous ceux qui ont décidé de vendre leur âme au diable contre leur pays, contre de l'argent. Vous savez, quand la Libye est tombée, Kadhafi est tombé, il y en a qui ont écrit des livres que moi j'ai chez moi. Ils ont commencé d'abord pour identifier des traîtres, des gens qui sont prêts à trahir pour l'argent, pour les places, pour le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont commencé. C'est quand ils ont fini le travail qu'on a commencé à voir les mouvements dans ces villes. Ce livre-là, moi je l'ai. Donc, ils ont les mêmes méthodes. Ils utilisent des traîtres pour déstabiliser nos pays. Ils se sont appuyés sur des gens qui sont prêts, comme je dis, à trahir leur pays, contre de l'argent, contre le pouvoir, contre la renommée. Ce qui s'est passé récemment d'ailleurs dans un de nos pays de l'AES, c'est assez illustratif. Mais je voudrais dire à tout le monde, ces messieurs ne baisseront jamais les bras. Nous aussi, nous ne devons jamais baisser les bras. Mesdames et messieurs, il faut donc redoubler de vigilance, de discernement. Il faut éviter l'amalgame. Parce que souvent, ils créent des situations où on fait l'amalgame. On dit, oui, on est en train de tuer les Peuls. Mais quand vous étudiez historiquement, les Peuls, c'est l'ethnie la plus répandue du Cameroun au Sénégal. Dès que vous touchez les cheveux d'un Peul au Sénégal, celui qui va crier, c'est au Cameroun. Donc, il y a même des chefs d'État ignares qui ne comprennent pas les enjeux géopolitiques qu'il y a, qui rentrent dans ce jeu, qui se mettent à accuser. Parce que les Peuls, ce sont des gens réfractaires aussi. Ils ont donné plus de fil à retordre. Autant de fil à retordre aux colonisateurs. Donc on s'appuie sur eux là pour étendre le virus. Il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent même pas. Vous savez, la religion et l'ethnie, c'est dangereux. Quand on vous dit qu'on a tué quelqu'un par de votre ethnie, souvent vous laissez emballer sans chercher à comprendre. De votre religion, sans chercher à comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de discernement. Tous les terroristes ne sont pas Peuls. Et tous les Peuls ne sont pas terroristes. Mais il y a des gens qui entretiennent l'amalgame. J'ai dit la même chose concernant les Touaregs et les Arabes. Tous les Touaregs et les Arabes ne sont pas terroristes. Et tous les terroristes ne sont pas Arabes et Touaregs. D'ailleurs, celui qui a apporté le terrorisme au sud du Mali, c'est un Keïta. Ce n'était pas un Arabe. Et puis, lorsqu'ils ont tué nos soldats à Guelhok en 2012, quand on a tué tout le monde, vous savez, les Arabes et les Touaregs, on a déchiré leur ventre pour sortir leurs intestins, filmés et diffusés. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais, comme disent nos parents ivoiriens, Cabri mort là, il n'a pas peur frigo ou feu, c'est la même chose. Quelqu'un qui est déjà mort, que vous l'éventrez ou que vous ne l'éventrez pas, il est mort, c'est tout. Mais ça, c'est pour terroriser les vivants. C'est pourquoi il faut faire preuve de beaucoup de discernement pour ne pas tomber
dans l'amalgame. Et j'en appelle au soutien de tous les instants du peuple, parce que sans le soutien du peuple, aucune force ne peut gagner une bataille. Vous savez, récemment, j'ai des parents qui ont été rendre visite à des amis au Burkina Faso. J'ai reçu un d'entre eux avant-hier. Il m'a dit qu'il est très content. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais quand ils sont arrivés, moins de 15 minutes après, ils ont eu des forces de sécurité qui sont venus leur demander d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous voulez faire, qui sont vos identités. Quand ils ont tout décliné, on les a laissés en paix. Il dit, ça c'est la sécurité, c'est bien pour tout le monde. Sans la collaboration du peuple, l'engagement, le discernement, la détermination, les forces armées de sécurité seules ne peuvent pas venir à bout du terrorisme. Parce qu'en réalité, les terroristes, ils sont manipulés. Il y a des jeunes qui sont dans les terroristes, ils n'ont aucune conviction. Est-ce que vous savez qu'il y a certains, ils veulent se marier, ils veulent avoir l'argent du mariage. On les paye 100 000 francs ou combien, ils s'engagent. D'autres personnes ont tué leur frère ou quelqu'un de leur ethnie. Donc ceux qui sont idéologiquement constitués, qui sont les vrais terroristes, ils ne sont pas nombreux. Mais si on ne fait pas le discernement, on ne gère pas bien l'information, cet amalgame-là, c'est ce qui arrange les autres. C'est pour cela que depuis juillet 2022, le Mali a mené au Conseil de sécurité les preuves que les terroristes sont fabriqués, entretenus, entraînés contre nos États. Mais ils se sont opposés à ce qu'on montre les preuves, parce que je crois que leurs militaires leur ont dit attention, si jamais les Maliens montrent leurs preuves là, tous les Africains vont se révolter. Donc ils ont fait des vétos, on n'a pas pu exposer ça. Je reviens d'ailleurs pour rappeler que nous exigeons et nous demandons qu'on donne au Mali la possibilité d'exposer ces preuves-là au monde entier. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un pays de l'AES, un ministre m'a dit, parce que moi je cause avec tout le monde, que quelqu'un lui aurait téléphoné et dit, mais ne suivez pas le Mali. Si vous suivez le Mali, vous n'aurez rien. Mais si vous les laissez tout ce que vous voulez, dites-nous. On va changer de langage, on va vous amener de l'argent, on va vous amener tout. La personne leur a dit, mais tout ça c'est dépassé. Nous on est à une autre phase. Le lendemain, il y a eu des attaques tout azimut, avec de nombreux morts. La personne l'a téléphoné, lui dit, mais vous avez vu, ça ce n'est que le début. Tant que vous ne quitterez pas l'alliance là, vous n'aurez jamais la paix. Donc il y a des réseaux organisés qui ont des relais dans les pays, qui ont décidé de casser l'AES. Et cela, il faut qu'on en soit très très conscient. Mesdames et messieurs, pour cela, ce qu'ils font dans l'AES, ils sèment l'amalgame. Ils essaient d'amener les gens à se soupçonner, à rentrer dans les règlements de compte. Le deuxième chemin qu'ils suivent, c'est entretenir la confusion dans le but de décourager, de démobiliser les vrais soutiens de transition sous le couvert du rassemblement des fils du pays, de la réconciliation et que sais-je encore. Ou certains qui sont opposés à la transition jusqu'à une date récente. Maintenant, ils sont recyclés. D'autres sont opposés à la transition au début. D'autres au début de la transition. D'autres avant l'avènement de la transition. Maintenant, on les recycle et ils rentrent en action. Ils tiennent un discours spécieux. Un discours qui est destiné à tromper les gens, à créer l'amalgame, à créer la suspicion entre les citoyens et les dirigeants. Est-ce que quelqu'un peut vous faire croire que le premier du Mali est un opposant de la transition malienne? Pourtant, il y a des hommes qui tiennent ça dans les réseaux. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit que lorsqu'il n'y a pas de vision de l'avenir, un peuple vit dans le désordre. Donc, ils veulent nous amener dans le désordre. Il y a des hommes et des femmes
qui infiltrent le système, qui tiennent des discours spécieux et ils visent une personne pour le déstabiliser. C'est comme quand on fait la chasse dans un troupeau, on isole une proie. Une fois qu'on l'a abattu, on passe à autre chose. Moi, je suis allé voir qui des droits au Mali il y a quelques mois. Des agents des services extérieurs qui ont infiltré notre système, qui ont des photos partout, qui voyagent dans le pays. J'ai dit c'est des agents doubles, c'est des agents au service de l'étranger. Il faut faire attention. J'ai dit de faire les vérifications nécessaires. Je me suis arrêté là, parce que moi je m'informe sur tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'action politique au Mali, je sais plus ou moins là où ils sont branchés. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent. Mon discours d'aujourd'hui, demain ça va faire l'objet d'interprétation. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Son problème, il veut s'attaquer au président. Ils ne s'entendent pas. Son gouvernement a échoué. Mais comme on est un pays où les gens, ils écoutent seulement, ils les convainquent vite. Donc à ce rythme, on crée le doute dans le pays. Et les gens n'ont pas de vision d'avenir. En ce moment, tout le monde se met à douter. Et les réseaux rentrent en action. Mais certains viennent nous dire, ah, vous savez, la guerre seulement ne règle pas les problèmes d'un pays. Il faut négocier. On trouve même des spécialistes qui quittent dans l'histoire des exemples. Mais est-ce qu'on n'a jamais dit ça? Personne n'a jamais dit ça. Le Mali a négocié pendant 30 ans. Est-ce que ça a empêché les touristes de se pendre? Est-ce que ça l'a empêché d'arriver au Burkina ou au Niger où il n'était pas? Donc c'est très clair, ce discours spécieux-là, qui consiste à nous annihiler, cultiver le défaitisme, sinon le pétainisme chez nous, pour dire négocier. Quelqu'un qui prend son arme, il veut venir vous retirer votre chèvre. Vous croyez que c'est l'Ipalan de paix qui va arrêter? Il faut prendre une arme contre lui aussi. Quand les rapports des charges vont changer, ou vont être équilibrés, vous négociez en ce moment. Mais tant que le terrorisme n'est pas affaibli, toute négociation avec les terroristes, c'est du défaitisme. Et moi, je suis très content qu'un président d'un pays de l'AES ait dit récemment qu'il n'y ait pas de négociation avec les terroristes. Les terroristes, il faut les frapper. Le jour où ils se sentiront suffisamment affaiblis, ils viendront, on va négocier. Je viens de vous dire que beaucoup de citoyens sont dans ce terrorisme. Ils sont convaincus de rien du tout. Ah, je n'ai pas l'argent pour me marier. Ah, on a tué mon frère. On a fait ceci. Ou il écoute une radio. Parce qu'il y a des radios dont on a chassé certains chez nous. Et dans certains pays de l'AES, leur rôle, c'est de travailler les esprits. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous partez dans les petits villages, réfléchissez à faux. Comme si c'est le Coran. Ils sont venus négocier avec les gouvernements démocratiquement élus. Ils ont amené les radios ici dans les coins et recoins, en langue nationale. Donc les vieilles qui se réveillent, au lieu d'écouter Radio Mali, Radio Burkina, Radio Niger, ils écoutent ces radios-là. La France seulement met 600 millions d'euros par an dans ses médias sur l'Afrique. Près de 40 milliards. L'Angleterre près de 100 millions, près de 60 milliards. L'Amérique un peu plus. Tous les matins. C'est pourquoi moi je consacre tous les matins 1h30, 2h pour écouter ces radios. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'Afrique? Il y a beaucoup de choses au Mali. Moi je les apprends par ces radios. Ils ont leurs gens partout. Donc si notre population ne fait pas attention, nous on va être à Bamako à tenir des discours. Ça va être qu'ils ont intoxiqué le peuple. Et une partie de la population va se révolter. Donc, ces discours spéciaux-là, il faut le rejeter avec la plus grande vigueur. L'autre aspect qu'ils utilisent, c'est de prendre les difficultés du moment. Vous entendez des gens, ah, il y a les inondations. Mais qu'est-ce que Hassimi Goïta Ibrahim Traoré va demander à nous avoir les inondations? Mais vous savez, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est victime des inondations, si tu lui dis que c'est l'État qui n'a rien fait, mais ça le soulage, il te croit. Donc, et d'autres problèmes économiques, parce que vous savez, gouverner, c'est comme pédaler, vous ne vous arrêtez jamais. Il y a toujours des problèmes dans un État. Donc, ces faux amis de la transition, je les appelle, ces agents doubles-là,
Ils prennent un point sensible de la population. Ils spéculent là-dessus. Ils endoctrinent les gens. Et conclusion, les Maliens doivent faire attention. Le premier ennemi de la transition malienne, c'est le Premier ministre. Mais en 2022, pourquoi ces gens ne parlaient pas? Moi, j'ai écrit en 2019, lorsque le président français a convoqué les présidents des partis de G5 Sahel à Paris pour pouvoir légaliser leur existence illégale ici. J'ai écrit un article qui est révélé dans un petit livre. Ça s'appelle La faillite de l'État malien. Qui sont à la base? Qui sont les acteurs? Même quand les pays de G5 Sahel se sont réunis dans un pays, pour s'entendre qu'ils ne vont pas. Il y a un qui est sorti, qui a téléphoné à Paris, il dit attention, hein, les gens ne veulent plus aller chez vous. Et on les a appelés un à un pour les bagabaga. Finalement, ils se sont tous retrouvés là-bas, ils ont signé. Mais le pays dont le président s'était transformé en agent informateur, les citoyens le connaissent déjà, moi je ne vais pas le citer. Comme moi je le connais. C'est lui qui a téléphoné à Hollande, il dit tu sais, on s'est réunis ici, on a dit qu'on ne part pas, il faut les appeler un à un. On les a tous menacés, après chacun a pris son avion, ils sont allés, ils ont signé, ils sont revenus. Et puis certains ont sorti de l'avion, nous parlent du pays, nous menacent. Vous savez comment ils font? Avec les Africains. J'ai entendu les ministres dire mon cher ami, mon frère et ami. Ils savent que c'est très important chez les Africains. Quand ils sont avec nos dirigeants devant les gens, c'est leurs amis, leurs frères. Mais je vous jure que derrière les rideaux, ceux qui béminda au camp, ceux qui les font subir, c'est des menaces. Vous savez qu'au lendemain, à la veille des indépendances, la plupart des leaders africains, c'était des progressistes. On disait même qu'ils étaient liés au Parti communiste de l'Union soviétique. Est-ce que vous savez qu'on les a pris un à un pour les menacer de mort et pour les donner à réfléchir? Souvent, on assassine leur adjoint dans leur pays et leur dire vous alliez à nous et jusqu'à la fin de vos jours, vous aurez la paix. Donc certains, pour préserver leur pouvoir, ils vendent les intérêts supérieurs de leur pays. Ils vendent les intérêts supérieurs de l'Afrique. Ils restent au pouvoir jusqu'à la fin. Et on dit que c'est la démocratie. La démocratie n'a jamais gardé quelqu'un au pouvoir. Quand ils savent que vous n'êtes pas avec eux, ils profitent des difficultés réelles qu'il y a dans votre pays. Tout leur objectif, c'est de diviser les citoyens. Tous, c'est la même chose qu'ils poursuivent tous. Et l'autre chose qu'ils utilisent, c'est de faire en sorte que les citoyens ne croient pas. Vous voyez quand on a créé l'AES, vous entendez, moi j'écoute les radios tous les matins, et les citoyens qui parlent, soi-disant, quoi ils disent, des auditeurs, les gens disent, mais en Benakemouye, on va devenir quoi sans la CEDEAO? Mais nos pays ont existé avant la CEDEAO. Mais on met dans la tête des gens pour les faire douter que l'AES n'est pas quelque chose de pérenne. Que va-t-on faire sans la CEDEAO? L'AES n'est pas pérenne. Comme les différentes fédérations au lendemain des indépendances, elle va tomber. Ils oublient, ces messieurs, que les nouveaux leaders ont tiré les leçons de l'histoire, surtout de l'histoire des premiers dirigeants des années de l'indépendance. Vous savez, la première fois, on a parlé de fédération, on ne l'appelait pas AES en ce moment, c'est quand le premier du Burkina Faso était venu ici au Mali, le 1er février 2023. On a fait 30 minutes à discuter de comment il faut faire pour qu'on soit ensemble. En ce moment, le Niger n'était pas là. On avait là-bas quelqu'un qui disait aux militaires nigériens de ne pas se battre. Je lui ai dit, mon frère, et ça c'est un vrai frère, ce n'est pas le frère des Européens là. Tu sais, on n'est pas plus patriote que ceux qui étaient là au lendemain des indépendances. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi ça a échoué? Parce qu'au début, il y a la fédération Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Sénégal. On n'est pas plus patriote que ces dirigeants-là. Ils ont voté à l'unanimité la création d'une fédération. J'ai dit donc, il faut qu'on trouve ces choses-là. Si on ne trouve pas ces choses, on fait une fédération, il y aura les mêmes problèmes. Quand je suis allé au Burkina le 23 février 2023, on est revenu là-dessus. Il y a la vidéo qui existe, même le dîner qu'il a donné, j'ai dit ça là.
Le 30 décembre 2023, nous sommes allés au Niger. Entre-temps, la bascule avait eu lieu. Ceux qui ont peur d'avoir la tête rasée, ils ont laissé le Niger en paix. Et donc, nous avons échangé sur la question. La réalité, je ne parle pas du Dahomey et des autres, mais comme le Burkina Faso est dans l'alliance aujourd'hui, il y a les mêmes réalités aujourd'hui. Quand ils ont voté, le président Modibo Keïta a été le premier à voter. Le président Maurice Emeogo a voté. Le président Zinsou a voté. Le président Senghor a voté. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ceux qui se sont mis au service de l'impérialisme, ils ont fait savoir qu'il y a 1 500 000 voltaïques chez eux. Si la fédération est créée, ils vont les expulser tous. Donc ils vont venir déstabiliser le pays. La deuxième chose, vous entendez tout ça, même les Burkinabés ne savent pas, le conseil de l'entente. C'est là-bas qu'on a assassiné Sankara. Ce conseil de l'entente, comment c'est venu là-bas? On leur a dit, si vous refusez la fédération, on est en train de créer une alliance militaire, on va mettre le siège chez vous. Plus d'autres aspects dont je ne vais pas parler, mais dont le Premier ministre m'avait parlé. Voilà les pressions qui ont fait que les messieurs arrivés là-bas, on dit, mais pourquoi vous avez levé la main? Il dit non, lui il voulait se gratter la tempe pour tirer un peu la manche de son. Mais il avait changé. Pour le cas du Dahomey, je ne viens pas là-dessus parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance. Les jours ils seront, je dirais, à leurs responsables comment ça s'était passé. Donc, il faut voir ce qui se passe. Comment ils ont fait au lendemain des indépendances. C'est pour cela que j'ai félicité les Nigériens tout de suite quand je vois, parce que moi je suis leurs médias régulièrement, quand on a donné le nom de Digo Bakari, un patriote hors pair, à une place au Niger. Vous savez qu'à l'indépendance, ils ont fait voter Dibo et son cousin. Moi j'ai failli être nigérien. Parce qu'ils ont voulu le corrompre en coupant le nord du Mali et l'ajouter au Niger, s'il accepte de faire leur jeu. Moi j'allais être nigérien. La deuxième fois, c'est quand moi je suis allé en Vadrouille là-bas en 1971, après l'école buissonnière. Il a refusé. Ils ont tout fait pour qu'on ne parle plus de lui. Et c'est pour ça que le gouvernement, dirigé par un patriote aujourd'hui, qui sont en train de faire leur histoire. Parce que c'est un peuple qui ne connaît pas son histoire. Il est rappelé toujours à revenir en arrière. Et c'est pour cela, je vous ai expliqué tout ça pour que vous compreniez. Pourquoi j'ai hautement apprécié l'approche hautement stratégique des dirigeants de l'AES à sa création. Ils ne se sont pas jetés dans tous les sens. Ils ont dit défense, c'était déjà connu. Diplomatie, c'était connu. Ils ont compris qu'il faut régler les problèmes économiques. Et on s'arrête à ce tour. On n'embrasse pas tout. Comme on dit, qui trop embrasse les trains. Mal les trains. Ils ont décidé de façon très stratégique d'axer nos efforts sur ces 3 secteurs. Mais lorsque ça va marcher, dans 15, 20, 30 ans, si les nouveaux dirigeants veulent, ils peuvent aller à une fédération. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui. Parce qu'on est liés aujourd'hui. On a une défense commune. C'est vital. Aucun dirigeant n'a intérêt à sortir de ça aujourd'hui. Aucun dirigeant n'a intérêt à faire sa diplomatie solitaire. Vous avez vu quand on est allé tomber sur le Mali, des mercenaires étrangers, mais tout de suite les pays de l'AE se sont joués à notre ministre pour saisir l'ONU. Ça c'est un point de plus. Et les questions de développement économique. Les projets structurants. Il faut que notre population vive mieux. Donc, c'est pour vous dire que les fondateurs de l'AES ont tiré magistralement les leçons des causes immédiates, en tout cas, qui sont connues de tout le monde, qui ont fait échouer les premières fédérations. Mesdames et messieurs, ces messieurs-là, comme je vous ai dit, ne pèsent jamais les bras. Ils ont décidé d'utiliser les pressions diplomatiques. Vous avez entendu récemment un groupe de grands intellectuels africains, dont notre bien-aimé Wole Soyinka, qui ont fait une tribune largement répandue dans les médias occidentaux,
pour parler du Niger. J'ai dit, j'avais envie de les appeler, de dire, mais à cause de Dieu, arrêtez de vous nourrir seulement de ce que vous disent les médias étrangers. Mais faites une délégation, venez voir le président du Niger. Discutez avec lui pour avoir des visions équilibrées. Ensuite, vous faites vos déclarations. Mais l'objectif, c'est de salir le gouvernement du Niger. On met des hautes personnalités qui sont connues, comme j'ai dit, Wole Soyinka et d'autres, pour nous mettre la pression. On essaie aussi, ceux qui osent critiquer. Vous savez qu'il y a des journaux, des livres, moi je les ai, parce que tous livres nouveaux qui sortent, moi je l'achète, où des diplomates écrivent, des écrivains, ce que les diplomates français font en Afrique. Pédophilie, viol, menace des dirigeants, tout. Mais il n'y a rien. Mais lorsqu'un Africain ose critiquer, comme cette organisation qu'on appelle Mansa, avec Alain Foucault, lorsqu'ils osent critiquer, mais ils font des réunions de parlementaires avec des gens très savants qui viennent démontrer pourquoi les Africains ont le droit de critiquer. Donc nous, on n'a même pas le droit de critiquer. Il y en a qui ont écrit l'échec de Macron au Mali. Mais quand c'est un Africain qui dit ça, on lui interdit d'arriver à Paris. Donc on ne peut même pas critiquer. Mais il faut qu'ils arrêtent ça. Tous citoyens africains qui se mettent à parler pour que les Africains comprennent, ils le mettent sur la liste rouge pour ne plus qu'on parle de lui, qui ne viennent plus chez eux. D'ailleurs, quand je suis venu de New York en 2021, un grand diplomate, c'était l'adjoint du ministre des Affaires étrangères qui est venu chez moi pour me faire les bagabaga. Quand il a fini de parler là, j'ai dit, vous savez, Assimi Goïta n'a pas besoin de vos visas. Il quitte quand il est dans son bureau. Donc vraiment, maintenant c'est de couper les visas là. Ça faisait peur avant, mais pas notre équipe. Les comptes, il n'en a pas. Donc gardez vos conseils pour vous-même. Parce que c'est ça, avant là, quand on dit aux dirigeants qu'on leur a coupé les visas, mais c'est comme un enfant auquel tu as quitté les bonbons. Ou quand on leur dit que leur compte est fermé. Parce que tout ce qui est détourné ici, c'est dans ces pays. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que les Maliens. Les Maliens meurent. On les enterre dans des fosses communes. Personne ne peut même pas rapatrier les corps. Il y a un individu qui détourne l'argent. On le connaît. L'argent est déposé chez vous. Nous savons qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits dans certains pays de la CEDEAO. C'est l'argent détourné de l'armée. Pendant que les Maliens mouraient. Mais on est en train de chanter les forces internationales, l'amunissement, G5 Sahel, Barkhane, et Petiti, et Patata. Nous avons décidé de déchirer ce voile. En plus de ça, ils ont essayé d'utiliser certains pays qui nous des alliances impies parce qu'ils veulent nous vassaliser. Il y a des pays qui se sont entendus avec la France. La seule fois ils se sont entendus, c'est sur le dos du Mali. On a parlé récemment, j'ai vu dans les journaux des journalistes qui se mettent à insulter notre ministre de l'administration pour ce qu'il a dit aux Nations Unies. Mais en réalité, personne ne peut effacer de l'histoire ce que le Mali a fait pour ce pays voisin. Personne. D'ailleurs, avant Bouteflika, il y a eu la mission de France Fanon, l'ambassadeur au Ghana. C'est lui qui a préparé cette mission. Mais les Maliens ne connaissent que la mission de Bouteflika. Mais ce que les colons ont fait en cette période-là, vous savez, il y a les populations du Hogar. Ils ont créé une milice. Et on a donné des armes à son chef pour aller contre les nationalistes algériens. C'est la même chose qu'ils voulaient faire dans la date des Ifogas. Créer une milice et que ces gens-là aillent, ils les aident à combattre le Mali. Ils leur ont tous donné la nationalité algérienne. Donc vous avez la double nationalité et vous avez votre milice, vous faites ce que vous voulez au Mali. Mais nous avons dit que nous ne l'avons pas accepté. Nous nous avons aidé à combattre ces gens du Hogar, les miliciens que les Occidentaux avaient armés. Mais pourquoi ils veulent faire la même chose chez nous? Quand il y a eu le bateau de Tombouctou, près de 60 morts, les gens qui ont assumé que c'est eux, nous avons dit que c'est des terroristes. Ils ont fui pour aller se cacher dans les locaux des services secrets français.
Comme eux, ils ne gardent jamais longtemps, ils les ont dit de retourner. Ils vont s'asseoir dans ce pays-là. Et c'est ce pays qui se met à nous donner des leçons. Il faut nous laisser en paix. Celui qui ne nous laisse pas en paix, Abbé Kungosoro, il aura des problèmes personnels. Que ce soit un leader, que ce soit un pays. Il y a des pays qui ne négocient jamais avec les terroristes. Dans ce même pays, quand les terroristes sont attaqués à la base de Inates, ou je ne sais pas comment là, mais ils sont allés, ils ont tué tout le monde. Mais c'est les mêmes qui nous disent, ah non, il faut négocier. Mais on va négocier avec un terroriste, des gens qui ont tué 60 personnes. Vous savez qu'en ce moment, la CEDEAO, il y a eu un sommet, la CEDEAO n'en a même pas parlé. Aux Nations Unies, même une lettre de condoléances à notre président, la France était opposée. Mais les gens qui sont dans ça, vous venez nous baratiner ici au Mali, vous m'expliquez les termes, pour nous dire qu'il faut négocier. Et on trouve des perroquets ici au Mali, des gens qui ont découvert, qui pensent que nous on ne les connaît pas. Nous on connaît tout le monde. Hein. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici, ah vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier. Et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du dépétisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Gao, Tombouctou, toutes les populations réelles, on les a renvoyées. C'est les narcotrafiquants qui payent les plats, les maisons. Tous les opérateurs économiques importants, c'est des assassinats ciblés pour que dans 20-30 ans, on change totalement la morphologie de la société. Mais on ne va jamais l'accepter. Et les hommes politiques qui se sont mis au service de ça au Mali, ils seront dans les poubelles de l'histoire. Et ceux qui veulent les soutenir pour nous les imposer, on ne va jamais accepter. Il y a beaucoup de leurs réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Quand j'ai parlé il y a une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Le premier veut clarifier quoi? C'est ça là que je veux clarifier. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord, c'est ça la clarification. Il faut les mettre à la porte. Ce sont des citoyens. Ils rentrent, ils suivent le système, mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après, et à leur tenue, et après les assises. C'est eux qui changent de verse aujourd'hui qui donnent des leçons. Mais on ne va pas accepter. Parce que les gens profitent d'une situation. Vous savez, dans les gouvernements, comme dans la société, la majorité des gens, ils travaillent de bonne foi. Notre ministre de l'Industrie et du Commerce, on le vante aujourd'hui, mais les affaires politiques à lui n'étaient pas dans ça. Ces histoires de manifestations politiques, ils n'étaient pas là-dedans. Donc les gens profitent que dans les équipes gouvernementales, la plupart des gens viennent de la société civile, c'est leur compétence dont on a besoin pour construire l'État, et on sème la confusion. Or, la vision politique des phénomènes, quand on les perd dans leur gouvernement, on va vous mettre dans le trou. Est-ce que vous savez que le président Moussa Traoré, un de ses éminents ministres, a quitté chez lui à 20 h? On est allé le cacher dans la forêt. Et à 24 h, à minuit, on est venu le prendre. Parce que il croit à la bonne foi des gens, il dit que c'est des patriotes. Ça ne va pas nous prendre, nous ferons du discernement. Tous les gens qui sont contre la transition, qui ont infiltré les structures de la transition, qui cherchent à nous déstabiliser, nous allons les combattre. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, ils suivent la vague, mais ils ne vont pas venir nous changer. Et nous mettre en... C'est ça la clarification pour ceux qui voulaient comprendre. Parce que j'ai vu dans les réseaux beaucoup de discours, qu'est-ce que le premier veut? La clarification, c'est de faire la part entre le vrai et l'ivraie. Et enfin, ces messieurs, ils font tout pour faire croire qu'on est divisé. Vous voyez la réunion qu'on tient ici,
C'est la réunion entre les concepteurs, les dirigeants. Mais écoutez les radios là, moi je les écoute les matins. Ils interviewent les citoyens lambda de ces pays. Des femmes qui vont à la frontière. Ah, on a des tracasseries, on nous a embêtés, on nous a fait descendre de la voiture. Donc de cette façon, on discrédite le travail que vous faites. Donc au sommet, on fait un travail de conception, mais à la base, ils font des émissions pour amener le peuple à ne plus croire à la pérennité de l'AES. Et c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour à notre éminent ministre des Affaires étrangères qu'il faut que vous ayez un œil sur les doléances des petits peuples dans l'AES. Les réunions au sommet sont très bien, ça c'est la conception. Mais les avis des petits peuples, là, les gens contre lesquels on fait la tracasserie aux frontières, les gens qui perdent leur... Si vous ne prenez pas ça en compte, on va discréditer notre mouvement. Surtout que dans certains pays comme chez nous, moi j'ai vu des gens qui se sont levés pour dire qu'ils aussi sont dans l'AES. Et puis venir nous donner des leçons. Des gens qui se sont opposés à la transition jusqu'à son arrivée. Ils se sont opposés à la transition, à la rectification, jusqu'en 2022. Maintenant, ils ont retourné les vestes et ceux qui prennent les micros pour menacer tout le monde. Ils font des voyages dans l'AES, ils vont se présenter au président. Ah, on est venu représenter le Mali. Ils ne représentent rien. Nous connaissons qui est qui. Nous n'allons jamais accepter que sous le couvert de l'amalgame et ce discours spécial-là, des ennemis de la transition l'infiltrent et la déstabilisent. Or, c'est ce que... Vous savez, il y a beaucoup de confusion au Mali actuellement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que chez nous, il faut qu'on mette fin à la confusion. Il faut qu'on clarifie les choses. Nous n'allons jamais plier devant les adversaires réels de la transition, quel que soit les discours spéciaux qu'ils utilisent, pour dire que oui, c'est difficile dans le pays. Effectivement, c'est difficile. Les denrées sont difficiles, mais les Maliens oublient quelque chose. Il y a quelques années, on avait un pays, un territoire et des populations. On ne décidait de rien. C'est d'autres qui décident. Quand notre armée veut aller dans un coin, on leur dit non. Il faut demander l'autorisation à une capitale extérieure. Parce que là-bas, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. On s'est rendu compte que c'est Takuba-là, Dja. Ils sont venus pour transformer Menaka en un terrain d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Chaque pays, on avait leur demande ici. Ne pas lutter contre le terrorisme. Et j'ai expliqué aujourd'hui le mot Takuba, même en Soraï et en Tamaché. C'est le sable, c'est pour diviser. Notre armée ne pouvait pas aller. À Gao, tout près, il y a les bases des forces internationales, les bases d'armée. Les kamikazes viennent attaquer l'armée malienne. Les autres sont là avec leurs miradors, ils regardent. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. En Deliman, la municipale finance une base. Barkhane construit. Et ils oublient entre guillemets de faire un forage. Donc les Maliens sont obligés de sortir. Les soldats maliens pour aller chercher de l'eau dans les puits des hameaux voisins. Les terroristes les étudient. Un jour ils tombent sur eux, ils les tuent tous au puits. Ils prennent la voiture, les remplissent de bonbons, ils vont rentrer dans la base. Ils explosent, ils tuent les militaires. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps en train de demander un appui aérien. Il y a les hélicoptères, il y a les avions de la MINUSMA, de Barkhane et autres. Ils disent non. Eux, ils ne sont pas venus pour se battre, ils sont venus pour faire la paix. Jusqu'à ce que tous les Maliens meurent. Après, on fait une fosse commune, on les enterre. Après, les mains vont sur les radios. Ah, au Mali, il n'y a même pas de militaires, on les a tous tués. Et quand eux, leurs militaires, meurent ici, on fait comme si c'est la terre qui nous est tombée dessus. Tout ce qui meurt au Mali, notamment la mission des Nations Unies, elle a perdu plus d'hommes au Mali qui partent. Il y a un pays qui aime beaucoup parler de ses morts. Il les compte même, c'est lui qui compte. Parce que pour moi, même un mort, c'est tout. Il dit qu'ils ont fait 58 morts. Moi, j'ai fait les statistiques. Il n'y a aucun mort qui est mort au combat. Personne. Ils sont tous morts dans leur camp. Ou ils sont tombés sur des explosifs.
D'autres, c'est des hélicoptères qui se sont télescopés. Ceux qui sont morts, ils ont dit qu'ils sont morts pour le Mali. D'autres, c'est sous des camions. La crique s'est cassée, les camions sont tombés sur eux, ils sont morts. On a comptabilisé tout ça pour nous bagabaga. Mais les milliers de Maliens qui meurent, on met dans les fosses communes. Ceux qui organisent ça, c'est eux leurs amis. C'est eux qui entretiennent la confusion. C'est eux qui financent ces réseaux pour nous déstabiliser. Nous n'allons pas l'accepter. Au Niger, il y a là-bas Dinates, quand ils voulaient les détruire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le système de communication. Vous savez, moi je viens des télécommunications. Quand on fait un système comme ça, on fait de manière qu'on puisse contacter le commandement par différentes voies. Mais ils mettent un relais, ils viennent, ils détruisent le relais. Donc il n'y a plus de liaison avec le commandement. Et quand on tue tous les soldats, quand on vient faire l'enterrement, c'est comme ça. Le chef des terroristes ici, chez nous, mais il dormait dans les hôtels à Ouagadougou. C'est là-bas qu'on organisait les réunions, soi-disant l'accord, la paix. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui pensait qu'avec ça, il peut durer au pouvoir. Quand ils ont fini avec lui, ils l'ont jeté comme du citron. C'est ce qu'il faut avec tout le monde. Donc il faut que les Africains réfléchissent maintenant, défendent nos intérêts. Et ne nous mettons pas au service de ces messieurs qui nous appellent nos amis, nos frères. Ils ne sont rien pour nous, ce sont des partenaires, point. Amis, frères là, ils gardent ça pour eux. Mesdames et messieurs, je voudrais insister sur ces quelques points. Ça a duré un peu trop longtemps, mais c'était nécessaire. Parce que je sais que la plupart d'entre vous ne faites pas la politique. Vous êtes dans vos affaires, d'autres sont dans leur bureau. Mais il y a un spectre qui est sur notre pays. Vous devez être conscient de ce spectre-là. Il y a un spectre, il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Et nos armées, il faut les soutenir, les sacraliser. Au Mali, les Maliens savent même sortir les Monebo. Ça, c'est les militaires qui se battent. Parce que tant que ces militaires-là se battent, tous ceux qui sont dans les combinaisons politiques ici, c'est pour faire tomber l'AES. Et dès que l'AES tombe là, les militaires vont perdre les orientations. Que Dieu nous en garde. Nous ferons en sorte que cela n'arrive jamais. Et nos opérateurs économiques, qui sont des hommes d'affaires, qui ne sont pas de la politique, vous devez être conscients des enjeux. Faites vos affaires, soutenez votre population, mais nous allons combattre politiquement les adversaires de la transition. C'est pourquoi je parle de vigilance. Nos peuples doivent être vigilants. Vous savez, tous ces pays qui ont fait la guerre, tous ces pays-là, là-bas tout le monde se connaît. Donc on ne vient pas comme ça. Quelqu'un qui vient, il rentre, il sort, ou bien quelqu'un qui vient construire des maisons, on le voit, il fait des cadeaux, et tout le monde dit qu'il est bien. En fait, il est dans une mission. Mesdames et messieurs, après avoir dit tout ça, je voudrais une énième fois et vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons ne va nulle part si nos armées